Sonia Lagarde, bonjour. Bonjour Ali. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Sonia. Vous êtes, on le sait, candidate comme titulaire et avec Hélène Yekawé comme suppléante dans la première circonscription, donc un tandem femme-femme inédit sur le territoire. Pourquoi ce choix de la Part-Calédonie Ensemble, Sonia ? Eh bien écoutez, d'abord je vais répondre au tout début de votre question pour dire que ce choix constitue une première en Nouvelle-Calédonie. Ce choix, il s'exerce pas pleinement en France métropolitaine, puisque on voit très bien que les tickets femmes-femmes représentent environ 1%. Donc c'est pas beaucoup. Il y a encore du boulot, comme vous le dites. Et puis ça démontre aussi que Calédonie Ensemble, fait confiance aux femmes. À leur investissement en politique, et puis surtout c'est aussi une marque de confiance dans le sens où on envoie une femme avec donc un ticket femme-femme pour briguer un poste à l'Assemblée nationale. Et là encore, je vais faire un petit clin d'œil aux femmes pour dire qu'à l'Assemblée nationale, la parité, elle s'exerce pas pleinement, puisque les femmes ne représentent que 20%. Donc c'est pas beaucoup, il y a environ 102 femmes pour un peu plus de 450 hommes. Cela dit, ce que je voudrais dire aussi, c'est que le choix de Calédonie Ensemble, c'est pas découle pas seulement du fait que je suis une femme. Je crois que le parti a regardé ce que j'avais fait depuis 1995. Il s'agit d'avoir des convictions, et j'ai une certaine fierté à dire que je suis une femme de conviction. J'ai reçu beaucoup de coups parce que j'ai fait 9 ans d'opposition, et donc ça marque un peu. Et je dis toujours, je suis un peu comme les tortues, j'ai une carapace, et aujourd'hui l'eau glisse. Ce que je veux dire, c'est que j'ai un parcours politique sans faille. J'ai jamais cédé. J'ai jamais plié, je me suis jamais couché devant qui que ce soit. Les tentatives ont été pendant ce parcours politique relativement nombreuses, et en particulier ces 3 dernières années, parce que avec l'entente républicaine, on a été relativement très gentil avec moi à la vice-présidence de la province Sud, et je savais très bien, pour ne pas être né de la dernière pluie, ce que ça voulait bien dire. Et donc voilà, moi je ne trahis personne. Si j'avais accepté un certain nombre de choses, je serais toujours vice-président de la province aujourd'hui. Ça n'est pas le cas, et donc je respecte les engagements que j'ai pris vis-à-vis avec d'autres à mes côtés, vis-à-vis des électeurs durant toutes ces années. Et puis enfin, je crois que le dernier aspect de votre question, il concerne la première circonscription, et je pense que Calédonie Ensemble a voulu, au travers de cette candidature, marquer notre attachement, nos convictions et les engagements que nous avons pris face aux électeurs en 2009. Et là, je le dis avec une certaine fierté, parce que tout le monde ne peut pas dire la même chose, tout le monde ne peut pas, malheureusement, en faire autant. C'est la raison en particulier, je crois que sur votre antenne, j'avais lancé une boutade pour parler de Gaël Yano et dire que je l'avais comparé à Richard Virenque. Voilà, moi j'ai un parcours clair en politique, sans détour, sans trahison. Je crois que ça va véritablement, et je le pense sincèrement, ça va faire la différence entre lui et moi. En quelques mots, Sonia, quel est l'état de la condition féminine en Nouvelle-Calédonie ? Quels sont les problèmes spécifiques que vivent les femmes du pays ? Alors hélas, ils sont encore très nombreux. Et puis on va essayer de faire court. Mais il y a un problème qui est grave dans ce pays, c'est le problème des violences qui sont faites aux femmes. Je rappelle quand même que les chiffres parlent. Il y a 1 femme sur 4 en Calédonie qui est battue. Et il y en a 1 sur 10 en métropole. Alors les choses, c'est énorme. Et donc cette étude, elle remonte à 2003. Depuis 2003, on constate aujourd'hui, et tous les acteurs qui sont autour du problème constatent la même chose, c'est que les choses n'ont pas évolué dans le bon sens. La seule évolution qui s'est traduite ces dernières années, c'est que les femmes osent en parler aujourd'hui. Elles osent aller déposer plainte. Et quand j'étais, et on en parle médiatiquement. Et on en parle médiatiquement, bien sûr.
Et quand nous étions avec Philippe Gomez aux manettes de la province sud, nous avons mis en place un certain nombre de choses, en particulier un dispositif qui consiste à accueillir dans des appartements des femmes qui souhaitent se reconstruire avec leurs enfants. Un autre dispositif aussi où il y a un traitement psychologique qui est fait, qui est dispensé par rapport aux violences. Ces choses marchent aujourd'hui relativement bien, mais puisqu'on est dans des élections législatives, moi je voudrais rappeler que nous avons absolument besoin de l'aide de l'État, en particulier en matière de police et de gendarmerie, mais aussi en matière de justice. Et là, je m'aperçois que pas grand-chose a été fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé en France pour dire il y a un véritable fléau dans notre pays, il faut nous aider, parce que c'est aussi le rôle de la justice, c'est le rôle de la police, etc., d'avoir un accueil particulier vis-à-vis de ces femmes qui sont violentées. Et malheureusement, sans doute que parce que les députés ont toujours été des hommes, ils n'ont pas véritablement été portés ça à Paris et demandé l'appui de l'État. En ce qui concerne l'insertion économique des Calédoniennes, là je crois qu'il faut rappeler un certain nombre de chiffres, c'est qu'elles ne représentent que 43% des effectifs salariés, que les femmes qui ont des postes à responsabilité de direction, eh bien elles sont en Calédonie 21%, et que là il reste aussi un problème qui est entier, parce que au début de la campagne des élections présidentielles, on s'est aperçu que plusieurs personnes, des personnalités politiques qui se présentent à cette élection, mais aussi des ministres, qui ont parlé de la discrimination de salaire qui était faite aux femmes, en particulier à diplôme égal. Les femmes aujourd'hui sont sous-payées. En France métropolitaine, c'est de l'ordre de 25%. Donc ici, on n'a pas d'observatoire des salaires. Il serait bon de faire parler les chiffres. Nous allons le faire, et si tel était le cas, il n'y a aucune raison pour que ce soit différent ici, et si tel était le cas, eh bien nous allons déposer une proposition de loi de pays de façon à ce que, à diplôme égal, les femmes soient payées exactement de la même manière. Et enfin, il y a un autre aspect, ce qui concerne la formation des femmes dans le pays. On s'aperçoit que seulement 30% d'entre elles accèdent à la formation professionnelle, et qu'il est temps de se pencher sur ce problème pour instaurer, dans la mesure du possible, sur certains métiers, un quota de femmes, et puis aussi sur les postes à responsabilité, que ce soit dans la fonction publique ou que ce soit dans le privé. Là aussi, les femmes accèdent moins aux postes à responsabilité, et que ça passe, là encore, par un quota. Donc vous voyez que toutes ces choses-là, eh bien, le rôle du député a un rôle prépondérant à Paris pour aller expliquer tout ça, et surtout pour demander l'appui technique de l'État, qui dispose d'un corpus juridique qui est beaucoup plus étoffé que le nôtre. Donc vous voyez qu'il y a du travail pour les députés. Il y a du boulot. Indépendamment de la problématique de la condition féminine, quels sont pour vous les principaux enjeux de ces législatives ? Alors j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs enjeux, mais il y a avant tout un enjeu politique. Cet enjeu politique, c'est celui de la représentation parlementaire du pays. Il faut bien comprendre que les parlementaires sont des interlocuteurs privilégiés de l'État à Paris, et que la situation actuelle, aujourd'hui, si on prend le RUMP, détient déjà 2 parlementaires, puisqu'ils ont déjà deux sénateurs. Et la question qu'il faut se poser, c'est donc: est-ce que le RUMP doit occuper demain les 2 postes de députés? C'est une vraie question. Est-ce que cela correspond à la réalité politique du pays? Et quelles seraient les conséquences, si tant est que demain, à l'issue de l'élection, il y ait 2 députés RUMP? La conséquence majeure, j'ai envie de dire que ça serait qu'une seule voix qui serait portée à Paris, et cette voix, elle ne représenterait pas tous les Calédoniens. Et qu'il est temps, effectivement, de faire entendre une voix différente, celle de la vraie réalité du pays. Est-ce que vous croyez que si j'avais été députée, par exemple, à la place de Gaël Yano, j'aurais accepté la montée du drapeau kanaki? Eh bien, moi, je vous dis que non, parce que je me serais battue avec mes convictions, bec et ongles, et j'aurais dit, il faut surtout pas faire ça. Deuxièmement, il y a un autre enjeu,
qui est celui de l'accompagnement financier de l'État. Et ça, c'est quand même pas une mince affaire. On sait aujourd'hui que chaque année, l'État injecte 130 milliards CFP en Calédonie et que ça conditionne bien évidemment le niveau de vie des Calédoniens. Mais nous savons aussi par ailleurs que l'État a d'énormes difficultés budgétaires, ce qui amène la France, ces derniers temps, tout le monde l'a constaté, à réduire ses interventions dans le pays. Et le travail des députés, il est effectivement de veiller au maintien de ces interventions financières. L'autre enjeu, le troisième, j'ai envie de dire que c'est celui des convictions et non pas celui des promesses. Et ça me semble aussi extrêmement important. Or là, ce que je constate, c'est que Galliano a un bilan, contrairement à ce qu'on pourrait dire sur la place publique, qui est catastrophique. Et je vais vous donner quelques exemples. Il avait promis pendant sa campagne de 2007 que les fonctionnaires retraités d'État ne subiraient pas de désindexation de leur pension de retraite. Et on a assisté à quoi ? Les retraites, elles ont été